Bonsoir, bienvenue à vous en direct. C'est une édition spéciale ce soir. Bruxelles attaquée, l'Europe touchée en son cœur. Au moins 34 morts et plus de 200 blessés. L'onde de choc est terrible. 3 jours de deuil national ont été décrétés. On va analyser ce soir les faits dont nous disposons, poser les questions autour de ce terrorisme de masse, évoquer aussi l'ennemi extérieur et intérieur. Toutes les interrogations sans tabou avec nos invités tout à l'heure. Et c'est dans ce contexte qu'en France, sombre ironie de l'actualité, le Sénat adopte le projet de révision constitutionnelle avec un texte remanié sur la déchéance de nationalité pour terrorisme. Le débat est à suivre. Merci d'être en notre compagnie pour cette édition spéciale. Toutes les informations autour de cette actualité tragique avec Sophie Normand, couturier. Bonjour, nous redoutions des attentats et c'est arrivé. Les mots du Premier ministre belge après le double attentat qui a ensanglanté Bruxelles. Attentat ce matin à l'aéroport international, puis dans une station de métro dans le centre de la capitale. Au moins 34 morts et plus de 200 blessés. Et ce soir, on apprend qu'en France, le parquet ouvre une enquête. Récit d'une journée d'horreur avec Nathalie Guilloire. Scène de panique générale. Sur ces images amateurs, les voyageurs terrorisés s'enfuient de l'aéroport de Zaventem de Bruxelles. Quelques minutes plus tôt, une double explosion retentit dans le grand hall des départs qui fait voler en éclats les vitres et une partie du plafond. Des témoins affirment avoir entendu des tirs et des cris en arabe avant les détonations. À l'intérieur, les photos prises ressemblent davantage à des scènes de guerre. Les témoins sont sous le choc. J'étais juste en dessous de la porte, je me suis mise comme ça. On est sorti et là on a vu il y avait des blessés par terre, il y avait une dame qui était allongée avec je pense qu'elle avait une fracture ouverte. Tout le monde courait de gauche à droite. Moi je suis allé me cacher sur mon stand, là où je travaillais. Une heure plus tard, à 9h11 précisément, second attentat, cette fois-ci dans le métro en plein cœur du quartier européen de Bruxelles, à 300 mètres seulement de la commission. La capitale est à l'arrêt, les autorités appellent à ne pas se déplacer. Toutes les stations et les gares sont fermées. Ce que nous redoutions s'est réalisé. Notre pays et nos concitoyens ont été frappés par des attentats aveugles, violents et lâches. En fin de journée, l'attentat a été revendiqué par l'État islamique. 3 personnes sont identifiées, ici sur cette photo prise à partir des caméras de vidéosurveillance de l'aéroport, poussant des chariots. Seul celui de droite ne s'est pas fait exploser dans l'attentat. Sur leur compte Twitter, la police fédérale belge lance un avis de recherche afin de trouver des témoins pouvant identifier cet homme. Ce soir, les perquisitions se multiplient. Un engin explosif, des produits chimiques et un drapeau de l'État islamique ont été découverts selon le parquet fédéral. Face au drame, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place de la Bourse, dans le centre historique de la capitale belge. Et avec ce double attentat, c'est toute l'Europe qui est frappée pour François Hollande, le chef de l'État qui s'est rendu à l'ambassade de Belgique dans la journée. Il a appelé à l'unité et à la coordination des efforts pour lutter contre la menace terroriste. On écoute. Nous demandons à toute l'Europe de bien prendre conscience, c'est qu'à travers ce qui s'est produit aujourd'hui à Bruxelles, c'est elle qui est visée, ce qu'elle représente, ses valeurs, ses principes. Et donc nous devons encore davantage coordonner nos efforts, porter une politique qui soit plus forte encore en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme et prendre toutes nos responsabilités. La France, qui a été elle-même éprouvée, prend sa part. Mais nous ne réussirons que si nous sommes unis. Et unis, nous vaincrons. Ces attentats ont conduit les voisins de la Belgique à renforcer leurs mesures de sécurité, contrôle aux frontières notamment. En France, 1600 gendarmes et policiers supplémentaires ont été déployés sur le territoire. Les précisions de Lola Palmy. Après les attentats de Bruxelles, la sécurité est renforcée partout en Europe. En France, dès midi, Bernard Cazeneuve a rehaussé d'un cran les mesures de sécurité. J'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires en différents points du territoire, à la fois sur les contrôles aux frontières, mais également dans les infrastructures de transport aérien, maritime et ferroviaire. Les autres pays frontaliers de la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas ont eux aussi annoncé un renforcement des contrôles aux frontières. Ils ont été imités par d'autres pays non limitrophes comme le Portugal ou la Bulgarie.
Les métros, les aéroports et les gares ont aussi vu leur sécurité être renforcée et ce, un peu partout à Londres, Oslo, Francfort, Copenhague, Prague, Genève, Barcelone. L'onde de choc a même traversé l'Atlantique puisque la police de New York a annoncé qu'elle renforçait la sécurité par précaution et pour rassurer le public. François Hollande a annoncé que les drapeaux seraient mis en berne en France en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. Hommage également rendu à l'Assemblée nationale et au Sénat où une minute de silence a été observée. Le Sénat qui se prononçait sur le projet de révision constitutionnelle. Projet adopté à une courte majorité et après réécriture du volet sur la déchéance de nationalité. Or, les deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, doivent s'accorder sur un même texte. Prochaine étape donc, la navette parlementaire. Les socialistes demandent qu'il n'y en ait qu'une seule. Sans ça, le projet pourrait être abandonné. On en reparle plus longuement à 22h30. Mais tout de suite, place au premier débat, évidemment consacré aux attentats belges. Oui, 3 jours de deuil national, l'effroi, une onde de choc terrible et puis des questions qui reviennent sans cesse désormais. Ce soir, avec nos invités sur les faits et uniquement sur les faits, on va analyser ce terrorisme de grande ampleur, de masse au cœur de l'Europe. On va aussi poser toutes les questions sur la menace et l'ennemi de l'intérieur, ce qui favorise cette toile d'araignée djihadiste. Pour l'analyse, je vous présente nos invités. Georges Fenech, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, député Les Républicains, président de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris. Merci de nous accompagner. Nathalie Cetina, bienvenue, bonsoir à vous. Vous êtes spécialiste des questions de coopération antiterroriste, chercheuse auprès du Centre français de recherche sur le renseignement et vous avez participé à la rédaction de ce livre Renseignement, médias et démocratie. Nous accompagne également ce soir le sénateur Jean Bizet. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue également président de la Commission des affaires européennes. Et avec nous également Bellig Nabli. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le directeur de recherche à l'IRIS. C'est l'Institut des relations internationales et stratégiques et l'auteur de ce livre La République identitaire aux éditions du CERF. Merci de nous accompagner. Alors, Madame, Messieurs, l'ampleur des attaques, Georges Fenech, les cibles qui visent l'Europe, la coordination de ces attentats multiples, ce terrible triptyque, est-ce qu'il a installé aujourd'hui, au cœur de l'Europe, après 4 mois après les attentats de Paris, un terrorisme d'ampleur, de masse, sans faire de lien entre les deux attentats? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mode opératoire, des similitudes frappantes aujourd'hui? Oui, votre question appelle la réponse. Effectivement, nous sommes face à des attentats similaires. Et je voudrais rappeler aussi, souvenez-vous, ceux de Copenhague, qui étaient très similaires à ceux de Paris. On voit bien aussi dans les revendications, qui sont toujours très précises. Donc on a affaire effectivement à une nébuleuse, à une coordination. Moi je ne pense pas que ces attentats de Bruxelles soient la conséquence immédiate de l'interpellation d'Abdeslam. Parce que je pense que des attentats de cette nature ont dû être préparés longuement. Ils étaient certainement programmés. Il se trouve qu'entre-temps, il y a eu l'interpellation d'Abdeslam. C'est un peu la conclusion que je me fais. Mais on voit bien cette récupération, j'allais dire médiatique, pour Daesh, de dire, voyez, vous arrêtez l'un de nos soldats, entre guillemets, nous sommes capables de frapper quand on veut, où on veut. Donc nous sommes dans une situation absolument dramatique, très vulnérable, il faut le reconnaître. Et rien n'indique que 2016 ne soit pas endeuillé chez nous comme cela a été en 2015. Malheureusement, quand il a été dit et répété, Jean Bizet, que l'arrestation de Salah Abdeslam, puisque vous en parlez, est un coup dur porté à Daesh en Europe. On l'a entendu cette phrase. Est-ce qu'on se dit qu'on a parlé trop vite? Que des phrases comme celle-ci, quand on a des répliques comme celle-là, ne devraient pas avoir lieu dans cette ère nouvelle du terrorisme? C'est à mon avis un petit peu maladroit. Mais ce qui me choque aujourd'hui encore plus, ce sont les propos du président de la République qui, comme vous l'avez dit, appelle à l'union, appelle à mettre les drapeaux en berne. Je préférerais plutôt que le président de la République rappelle aux députés européens proches de sa famille politique, voire aux députés faisant partie de sa majorité, qu'ils votent précisément l'examen du dossier PNR au Parlement européen. Alors, or aujourd'hui, c'est ce fameux fichier de voyageurs européens bloqué encore en ce moment. Bloqué depuis 7 ans. Bloqué depuis 7 ans. Et encore le 7 mars dernier, par des eurodéputés de la famille politique dont il se réclame. C'est ça que moi j'aurais préféré entendre du président de la République. Ce fichier, c'est un outil parmi d'autres. Ce n'est pas la panacée, c'est un outil
important. Il y a eu aujourd'hui, Nathalie Cetina, selon vous, est-ce qu'il y a eu un message envoyé? Malgré une vigilance maximale, malgré des niveaux d'alerte au plus haut, les forces de sécurité, eh bien, ces terroristes frappent, comme vous l'avez dit, là où ils veulent. Après une arrestation, quel est le message qui a été envoyé? Les actes d'aujourd'hui posent des questions. Nous n'avons sûrement pas tous les réponses, mais une question est celle des moyens mis en place pour lutter contre le terrorisme. Donc on sait que la France a une expérience très longue en la matière. La Belgique, un petit peu moins, mais a depuis les attentats de 2001 créé des services spécialisés, renforcé ces structures. La question qui se pose, c'est celle de la collecte du renseignement. L'on a ces dernières années accentué sur le renseignement technologique. Effectivement, il y a des moyens très importants que la technique nous donne aujourd'hui qu'il faut utiliser, mais peut-être a-t-on laisser de côté le renseignement humain, ce renseignement humain qui est vraiment le cœur du renseignement, qui est ce qui permet d'anticiper, de prévenir, d'avoir des informations au plus près du territoire, d'avoir un maillage territorial qui permet de remonter toutes les données. Et ça, on peut penser que c'est quelque chose qui fait défaut, notamment lorsqu'on voit en Belgique que les terroristes habitaient dans un quartier qui était le quartier de leur enfance. Ils étaient dans des endroits où on aurait pu penser qu'un travail de renseignement de terrain aurait permis de faire remonter certaines D'ailleurs, plusieurs experts en ont parlé depuis les attentats de Paris. Ce renseignement humain, c'est ce qui manque, cette matière première-là, selon vous? De fait, mais ce qui est remarquable, c'est qu'on avait tiré exactement les mêmes conclusions après les attentats du 11 septembre 2001. Rappelez-vous les auditions des membres, des dirigeants de la CIA devant le Sénat, devant les diverses commissions d'enquête qui ont été mises en place et les conclusions qui ont été tirées officiellement. 15 ans plus tard, on se retrouve en Europe, confronté au même constat, confronté aux mêmes défaillances. Et donc, finalement, d'une certaine manière, c'est un échec. C'est un échec pour ce qu'on appelait à un moment donné le monde libre, et quant à sa capacité à répondre à un défi dit terroriste, en tout cas un défi à ces dispositifs de renseignement. Échec, ou plutôt, Georges Fenech, manque d'adaptation à cette mutation du terrorisme, parce que depuis ce que vous aviez évoqué, évidemment, ça a évolué. Il y a quelque chose qui est frappant, parce que je crois que vous êtes en contact avec le procureur de Paris, François Molins. Ce procureur a tenu avec le procureur du parquet belge une conférence de presse, et qu'on imagine à ce moment-là, c'était la veille des attentats, il y avait des cellules djihadistes qui mettaient la dernière main, si je puis dire, à ces attentats, sur ce même sol belge. Bien sûr, c'est stupéfiant comme situation. Mais je voudrais quand même rappeler que par rapport au renseignement, vous dites insuffisance de moyens humains, sans aucun doute. Mais ce n'est plus des actes de terrorisme ou des individus qu'on surveille, qu'on connaissait, qui étaient relativement bien repérés, composés de dizaines, au maximum une centaine d'individus. Là, la vague, c'est une déferlante. Ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers d'individus qu'il faut surveiller aujourd'hui. Ça n'est plus la même chose que de surveiller un groupe basque ou corse ou ceci, tout ce qu'on avait connu par le passé. Là, c'est une nébuleuse qui s'étend et qui s'aggrave chaque jour. On nous parle aujourd'hui de 10 000 individus sur les fiches S, vous savez, en France. Le procureur de Paris estime, c'est ce qu'a dit le Premier ministre aujourd'hui encore, qu'il y a environ 1000 individus, vous vous rendez compte, 1000 individus qui sont directement visés par des procédures judiciaires. Donc on est face à un phénomène d'une ampleur inégalée et nouvelle. Ça, c'est le premier point. Et le second point, on a voté des textes quand même. On a voté des textes sur l'enseignement. On a une très belle loi. Il y en a même eu plusieurs sur le renseignement, avec l'utilisation de moyens technologiques nouveaux, les psy-catchers, etc. On a même voté le renseignement pénitentiaire, ce qui est quand même une grande nouveauté. Reste, à mon avis, maintenant, à améliorer la coordination de tous ces services de renseignement qui sont beaucoup trop nombreux dans notre pays, et en même temps, le partage de l'information. Georges Fenech, pardonnez-moi, on entend beaucoup améliorer ce travail commun, cette coopération, mais est-ce que ce n'est pas une question plus profonde de changement de modèle face à cette mutation que vous décrivez? Est-ce qu'on s'est suffisamment interrogé, pardonnez-moi, depuis même Mera, est-ce qu'on s'est suffisamment interrogé sur notre modèle de renseignement? Moi, je pense, mais
nous verrons, hein, nous avançons dans nos travaux, dans nos réflexions. Les pouvoirs publics, le gouvernement actuellement aussi, est en train de réfléchir à tout, à tout. Je pense qu'il faut être capable de revoir l'ensemble de nos logiciels, tous, les remettre à plat, que ce soit le renseignement, que ce soit les forces d'intervention également, qui méritent une réflexion globale et qui a lieu actuellement. Et nous allons participer à cet effort de réflexion, puisque notre commission d'enquête est chargée des moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. Et je pense que face à cette nouvelle forme de guerre asymétrique, comme l'on dit, hein, il faut adapter des nouvelles structures et des nouveaux moyens. Alors on va parler des différents aspects. D'abord, un point sur la menace extérieure. Jean Bizet, je vous fais tous réagir. Est-ce que vous entendez ce qui est souvent dit? Daesh frappe d'autant plus violemment sur notre sol qu'ils sont affaiblis en Syrie et en Irak. Est-ce que selon vous, il faut arrêter de faire ce genre de lien ou est-ce que c'est une réalité et même une sorte de vase communicant? Moi, je pense qu'il faut faire très très attention parce qu'effectivement, il y a des mobilités indiscutablement sur notre sol et il faut avoir des mesures d'ensemble et des mesures globales. Je reviens sur le dossier PNR puisque plus de la moitié des États ont mis en place des PNR nationaux, hein, des fichiers pour les individus qui prennent les transports aériens dans l'espace européen au niveau, à titre, je dirais, au niveau de chaque État. Mais c'est insuffisant. Il faut croiser toutes les informations et effectivement, on voit très bien que Daesh, qui est une armée, entre guillemets, non conventionnelle, va ici ou là sur des territoires ou des terrains qui n'étaient pas ceux habituellement les leurs. Autre aspect, et on va s'y attarder, Belik Nabli, l'une des réponses que vous donnez, et je vous cite, c'est le djihadisme qui se nourrit, dites-vous, dans nos sociétés. Il faut en étudier, analyser les ferments, sinon on va passer à côté de la vraie guerre. On vient de parler de renseignement, on va parler de nos outils. Quelle est selon vous cette vraie guerre? C'est une manière de dire qu'on ne peut pas mener... on ne peut pas vaincre Daesh comme s'il s'agissait d'une armée classique qui serait incarnée par des soldats et des outils militaires qu'il suffirait de détruire pour vaincre. Il y a une dimension immatérielle à travers Daesh. Il y a une idéologie, il y a une ambition politique. Il faut s'attaquer finalement à cette ambition, il faut s'attaquer à cette idéologie de nature totalitaire, nihiliste en plus. Sinon, le fait de détruire ces outils ne suffira pas parce que finalement cette idéologie renaîtra ou sera réincarnée à travers d'autres générations si précisément on ne déconstruit pas finalement le discours qui est véhiculé, y compris via Internet, parce qu'on parlait... des outils, mais les technologies sont des armes de notre côté, mais sont aussi des armes de leur côté. Donc là aussi, il y a un défi pour nous, État démocratique en plus, c'est-à-dire qu'on doit mener cette confrontation dans le respect de notre État de droit, dans le respect des libertés individuelles. Et précisément, il ne faut pas reculer dans ce contexte de confrontation, parce que sinon, ça serait une forme de victoire pour Daesh, puisque finalement, ce qu'ils attaquent, c'est une manière de penser, un mode de vie. Si pour mener la guerre contre Daesh, pour reprendre l'expression de l'exécutif, on fait reculer l'état de droit et les libertés individuelles, on donnera indirectement raison à leur discours. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est un risque pour vous. C'est un risque et c'est un enjeu même. C'est un très beau discours, très bien construit, que vous avez là, mais je crois que vous restez dans le domaine des idées. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Je pense que combattre l'idéologie, c'est une chose, mais à un moment, il faut que les armes, elles parlent. Quand on est face à des barbares, à une armée de barbares d'environ 50 000 combattants, j'entends bien ce que vous dites, il faut combattre l'idéologie, mais à un moment, les armes doivent parler. Or, aujourd'hui, moi, ce qui me consterne, c'est l'absence totale de l'Europe dans ce débat. Voilà. Nous sommes les seuls en France à être dans des opérations style Barkhane, etc., à prendre des risques sur le terrain, les territoires, les opérations extérieures. Où est l'Europe? Un jour, Juncker a dit la France a sauvé l'honneur de l'Europe. Il n'y a pas d'Europe de la défense. Il n'y a pas de l'Europe de la diplomatie. Vous connaissez le nom du ministre des Affaires étrangères européen? Il y en a un. Je suis incapable de vous le donner. Il n'y a pas d'Europe. Schengen, c'est mort aujourd'hui.
on le sait, Frontex n'a aucun moyen de contrôler les frontières européennes. Où est la coopération? L'Europe est en train de montrer aujourd'hui sa faillite. Si l'Europe ne se ressaisit pas aujourd'hui, dans le respect de l'état de droit, de nos valeurs, je suis absolument d'accord avec vous là-dessus, mais si on n'est pas capable, tôt ou tard, d'aller sur le terrain, là où cette idéologie a pris naissance, là où elle se répand, là où elle s'organise, là où elle commandite des attentats. C'est là où vous vous trompez. Tout territoire, je ne crois pas me tromper. C'est-à-dire que cette idéologie ne naît pas ailleurs pour être importée chez nous. Elle naît parfois chez nous, oui, et mais parfois elle est alimentée par de chez nous. Elle est alimentée d'où viennent les schéma un peu dépassé malheureusement. On a affaire à... Alors on baisse les bras. Pas du tout, certainement pas. Non, il faut que la coalition internationale... Il faut prendre acte qu'on est face à un phénomène transnational. Il ne faut pas réfléchir en termes de confrontation interétatique qui serait simplement ancré sur des territoires où on pourrait mener des guerres classiques à travers des fronts qui se multiplieraient. Vous imaginez, est-ce que je vois bien à quoi vous voulez en venir? On va multiplier les fronts militaires. Il y aurait des guerres sur tout l'espace géopolitique. Spécialiste de la stratégie, vous savez très bien que si on n'arrête pas l'avancée de Daesh aujourd'hui, demain la Libye va leur tomber entre les mains. Et après-demain, voire demain, la Tunisie. La Tunisie. Donc, si la communauté internationale, les Américains, les Britanniques, les Français, les Italiens ne s'unissent pas réellement pour aller éradiquer à l'origine ce fléau, bien, je crois que... Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, messieurs? Est-ce qu'il n'y a pas un combat extérieur et un combat intérieur? Est-ce que, d'ailleurs, certains, notamment à droite, parlent, est-ce que vous reprendriez cette expression, parlent d'une 5e colonne en France, en Europe? Qu'en pensez-vous? Mais moi, j'aime pas utiliser ce terme de la 5e colonne. Ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement des jeunes Français nés en France qui retournent les armes contre leur propre pays. Ça, c'est nouveau. C'est tout à fait nouveau. Et ils sont de plus en plus nombreux. Des jeunes Français qui tuent d'autres Français, c'est nouveau? Qui tuent d'autres Français, oui. Aujourd'hui, oui. Non, il faudrait revoir l'histoire de France, c'est pas nouveau. Non, mais je parle de la période l'histoire de la collaboration. Je parle de la période contemporaine. La collaboration, c'est contemporain. Bon, alors qui est-ce qui est en train de retourner les armes? C'est pas Abdeslam, il n'est pas français? C'est ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas nouveau. Non, mais attendez, on va pas remonter. La collaboration, le terrorisme des années 80, action directe, c'est pas les années. On parle des vagues de terrorisme. Restons peut-être sur action directe, c'est français, c'est les années 80, c'est des Français qui tuent d'autres Français. Après, si on veut l'ignorer, on l'ignore. Le terrorisme de l'islamisme radical, comme ça, on va se retrouver dans nos références. Jean Bizet, je voudrais vous faire réagir sur l'Europe qui est visée. Je trouve mon collègue Georges Fenech un peu sévère à l'adresse de l'Europe. Il faut considérer que, si vous voulez, depuis une dizaine d'années, un certain nombre, je dirais, de dossiers extrêmement importants sont arrivés sur le dos de l'Europe. Que ce soit la crise financière, que ce soit la crise des migrants. On parle pas de ça. Et ça fait beaucoup de choses. Alors, donc, je lui concède une chose. des circonstances atténuantes. Je lui concède une chose. La politique je suis européen, moi-même. Je le sais. Vous êtes en train depuis tout à l'heure de nous dire on est infichu de voter un PNR. Oui, le Parlement européen est infichu de voter cet instrument. C'est pas l'Europe. C'est quoi alors? Quelques eurodéputés de sensibilité qui n'est pas la nôtre, qui font un blocage parce qu'ils préfèrent la préservation des données personnelles. Il y a des nuances, mais reconnaissons que l'Europe sur de grands dossiers est absente. Je crois que même les plus fervents des Européens le disent aujourd'hui. Elle a du mal parce que, si vous voulez, c'est une politique qu'il faut négocier à 28. C'est ça qui est difficile. Je voudrais revenir au défi intérieur, Nathalie Cetina. Au cœur de ce cyclone djihadiste, il y a des communes, il y a des quartiers, il y a des régions. Il y a celle de Molenbeek, on ne va pas ne faire qu'en parler, mais quand même, Molenbeek, la question est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres Molenbeek en Europe? Est-ce qu'il y a des Molenbeek français? Et est-ce qu'il faut une action d'ampleur par rapport à ce qui est fait? Sans doute. Après, c'est difficile à dire. C'est plutôt au service de se prononcer sur la question. Je voulais revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure et sur cette distinction entre la lutte à l'international et la lutte en interne. Les actes de terrorisme que l'on rencontre ont un terreau national. Il y a effectivement une dimension aussi internationale dans la façon dont l'idéologie est véhiculée. Mais il faut bien voir que ces personnes sont déjà étaient sur le sol français ou sur le sol belge, et elles agissent contre le pays dans lequel elles ont évolué. Ça, nous le constatons depuis déjà plusieurs années. Et ça pose la question de la lutte antiterroriste. Bien sûr, ce sont des policiers, ce sont des hommes de renseignement. Mais on peut se demander s'il n'y aurait pas une dimension scientifique, une dimension de réflexion qui est laissée de côté
Jusqu'à présent, on agit plutôt par réaction face à l'acte, mais il n'y a pas réellement de véritable prospective qui est mise en place. On a toujours un train de retard, voilà. On est dans la réaction, dans le répressif qui est nécessaire, mais qui est insuffisant. Donc que fait-on? On voudrait comprendre quelle analyse il faut tirer de votre constat. C'est pas mon constat, heureusement. Ou partagé par d'autres. Je crois qu'il y a un consensus autour de l'idée qu'on est entré dans un cycle long. On n'est pas dans une confrontation de 2016. On parle de l'année 2016 qui succéderait à l'année 2015. Je pense qu'on est rentré dans un cycle long. Et si on l'admet, il faut en tirer les conséquences. Puisqu'on est dans un cycle long, prenons le temps aussi. Je dis bien aussi. On est dans un cycle long. Parce qu'on n'agit aussi pas. Pour comprendre de quoi il s'agit et comment combattre cela à long terme et profondément. Moi, je vous dis que si on ne s'attarde pas sur les racines du mal... C'est dommage que vous refusiez le débat. Non, mais tout à fait, puisque si l'on ne sait pas contre quoi on lutte, on peut difficilement lutter ou mal lutter. On a un adversaire qui est aujourd'hui identifié. L'idéologie, vous l'avez dit, le salafisme radical. On a un adversaire qui s'appelle État islamique, Daesh. On sait où il est. Si la coalition internationale se décide à vraiment faire la guerre à ceux qui nous la déclarent, il ne faut pas plus de 15 jours pour éradiquer. Que faisons-nous depuis c'est pas le cycle, Georges Fenech, on n'est pas en train de mener la guerre. C'est trop simpliste. Georges Fenech. Parce que si vous intervenez militairement avec l'idée et en vendant cette idée à nos populations en disant on va régler cette affaire en intervenant, et que vous vous rendez compte rapidement que malgré la victoire militaire, le problème demeure, y compris par des attentats en France, qu'est-ce que vous faites? C'est une attitude munichoise que vous avez. Vous baissez les bras par rapport à un adversaire qui est parfaitement identifié. Non, vous êtes trop binaire. C'est ou bien on intervient ou bien on n'intervient pas. Je vous dis qu'il faut intervenir. Je vais poser la question pour être clair. Georges Fenech, quand vous dites ils sont identifiés, mais où ça? On voit en Tunisie, vous avez cité l'exemple, il y a des djihadistes tunisiens. C'est le pays l'un des principaux pourvoyeurs. En France, il y en a. En Belgique, il y en a. Ils sont alimentés par qui? En Irak, il y en a. Ils sont alimentés par qui? Qui coordonne toutes ces actions? C'est Daesh. On le sait où ils sont. Mais non, mais c'est Daesh au singulier, on sait où ils sont au pluriel. Non, mais là, on est dans le fantasme. Combien de Bruxelles? Vous avez créé une créature. Combien de Bataclan faudra-t-il encore pour qu'on se décide à faire une véritable guerre contre ceux qui nous l'ont déclaré? Est-ce que l'on lutte contre le terrorisme par la guerre? Tout est la question. Mais le terrorisme n'est pas un acte de guerre, hein. C'est un acte criminel, c'est déjà de la criminalité qui est codifiée. On n'est plus dans la criminalité, je suis désolé de vous contredire. C'est pas de la criminalité de droit commun. Nous sommes dans une attaque militaire. Et encore, on n'a peut-être pas tout vu. J'ai entendu tout à l'heure qu'on avait saisi à Schaerbeek, dans une commune donc, de Belgique, locaux d'une perquisition, des produits chimiques. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il y ait une bombe sale qui nous arrive et qui fasse... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend pour mettre un terme à ceux qui nous ont déclaré une guerre, à aller les chercher là où ils sont? Les frappes actuellement aériennes qui ont lieu depuis nos bases, etc. Et que préconisez-vous? Des troupes au sol, une intervention d'ampleur, des soldats de différents pays? Ça me paraît évident. Vous voyez bien qu'il y a une non-volonté de le faire depuis plusieurs années. Je dénonce et je dis combien de morts encore en Europe? Non, mais non seulement il y a ce problème du volontarisme politique, mais surtout il y a des épisodes précédents. Je veux dire, il faut quand même rappeler, je pense que beaucoup de gens l'ont compris, malheureusement ce à quoi on assiste, c'est aussi l'une des conséquences directes, je répète, directes, de l'intervention américaine. Vous dites que Daesh est l'enfant de l'intervention de l'Irak pour vous? Non, mais que des interventions militaires au nom de l'Occident, parce qu'il y a une dimension idéologique et rhétorique qui malheureusement aujourd'hui pèse sur toute intervention militaire, risquent de mobiliser les djihadistes et de les motiver plus que jamais. Et donc, si vous intervenez militairement, vous les mobilisez, vous les concentrez et vous les faites renaître. Par deux approches qui ne semblent pas contradictoires. Vous parlez, Georges Fenech, et vous avez raison, d'une guerre qui doit se mener sur les terrains extérieurs, mais on reconnaît tous qu'il y a aujourd'hui un non, il y a quand même une rupture. Je ne suis pas pour une intervention militaire qui serait conçue comme la solution au problème. Franchement, si c'était la solution au problème, je serais pour personnellement. Pourquoi la coalition exerce des frappes aériennes aujourd'hui? On en est où vous me disiez tout à l'heure avant de commencer l'émission que effectivement Daesh était affaibli aujourd'hui grâce aux frappes de la affaibli coalition. sur ce territoire. Le problème, c'est que ce ne sont pas des personnes statufiées. Mais ils sont pas suffisamment mobiles, affaiblis. Elles passent les frontières. C'est en cela qu'on est aussi affaiblis nous-mêmes. On est face à des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes étatiques. Même en Europe, ils ont su jouer de notre liberté de circulation intérieure et de notre incapacité à être bien coordonnés. Donc vous voyez bien que malheureusement,
la solution au problème Daesh ne se résumera pas à une intervention militaire. Vous êtes tous d'accord pour dire que c'est un combat de plusieurs Moyen-Orient. années. Je voudrais vous laisser la parole, 1 minute chacun, pour que vous nous résumiez. C'est compliqué, il n'y a pas de solution ce soir, il n'y en aura pas. On fait attention, on est très prudent, on analyse simplement les faits. Quel est l'élément principal de ce combat pour vous? On va faire un tour de table, Jean Bizet, même s'il doit durer de longues années. Moi, je pense véritablement qu'il est vrai que la politique européenne de sécurité et de défense, elle est embryonnaire. Il faudrait absolument la redimensionner, que l'ensemble des États membres y participent au moins financièrement. C'est loin d'être le cas. C'est, je dirais, la critique que je pourrais formuler à l'adresse de l'Europe. Ceci étant dit, sur Schengen, sur Frontex, c'est vrai que c'est lent, ça se met en place, mais ça demandera encore beaucoup de temps, parce qu'à chaque fois qu'on aura mené une action, quelle qu'elle soit, l'ennemi qui est non conventionnel trouvera précisément une parade. Donc il faut, je dirais, être excessivement réactif, être aussi intellectuellement très honnête. Encore une fois, quand je vois le président de la République se désoler que le Parlement européen n'a pas inscrit à l'ordre du jour le dossier PNR, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut qu'il prenne la responsabilité à l'adresse de sa famille politique. C'est sa famille politique. Nathalie Cetina, même question en guise de conclusion. Plusieurs choses. Il faut un travail de fond sur l'origine de la menace, sur le phénomène, sur ce quoi on lutte. Pour pouvoir lutter correctement, il faut qu'il y ait une prospective qui soit faite au niveau... il est temps. Il est temps. Il faut qu'on réfléchisse sur la menace à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. Il faut qu'un travail long soit fait pour qu'on puisse mettre en face les moyens appropriés pour comprendre. Il faut également qu'il y ait une coopération qui soit renforcée. Coopération entre les services, il faut que on voit que la coopération c'est souvent un fonctionnement en réseau, il faut que les personnes se connaissent dans les services, il faut que les personnes se rencontrent, il faut qu'il y ait une confiance qui se crée pour que l'information circule. Et il faut redévelopper le renseignement. Il faut revoir tout le modèle du renseignement, c'est bien cela? Le revoir peut-être pas, mais l'adapter la confiance, et comprendre les failles. C'est un mot très important que vous venez de prononcer. Non, mais il n'y a pas de confiance entre les États à ce sujet-là. J'abonde dans le sens de Madame. Et finalement, il faut vraiment trouver un équilibre entre répondre à l'urgence, qui est d'ordre sécuritaire, et oser inscrire notre action dans le long terme, et le dire, et en tirer toutes les conséquences. Et la conclusion à Georges Fenech, je vous rappelle quand même que vous présidez cette commission d'enquête parlementaire, donc peut-être que vous pouvez lier aussi avec la finalité que vous attendez pour ce travail. Je ne vous parlerai pas de ma commission d'enquête qui est couverte par le secret. Elle sera rendue publique au mois de juillet. Vous parlez de la donc finalité, je respecte du cadre général. Pour moi, je le répète, en dehors de la commission d'enquête, puisqu'on a abordé ce débat, et vous me donnez le dernier mot, je pense qu'une guerre, elle est totale, ou alors elle ne se fait pas. Il n'y a pas de demi-guerre. Soit on est en guerre, soit on n'y est pas. Le Premier ministre et le Président de la République nous disent à longueur de journée que nous sommes en guerre. Alors faisons la guerre. C'est-à-dire allons au contact de ceux qui sont en train de tuer régulièrement tous les 3 ou 4 mois par des tueries de masse en Europe. Combien de Bataclan avant de se décider à aller les chercher là où ils sont? Pour l'instant, on se contente de frappes aériennes. La guerre, elle se fait de manière totale. Voilà mon sentiment. Merci à vous, merci en tous les cas pour vos différentes analyses. Et c'est dans ce contexte qu'en France, justement, sombre ironie de l'actualité, le Sénat a adopté le projet de révision constitutionnelle avec un texte remanié, modifié sur la déchéance de nationalité pour terrorisme. L'occasion aussi de se demander avec nos invités dans quelques instants de quels outils nous disposons dans cette lutte et quel est le poids de ces mesures symboliques comme la déchéance de nationalité. On en parle dans quelques instants, mais d'abord le rappel des faits avec le vote du Sénat et ses conséquences. C'est un sujet de Faustine Saint-Geniès. La déchéance de nationalité bientôt enterrée. Sans aucun doute, le Sénat vient d'adopter une version du texte de révision constitutionnelle très différente de celle de l'Assemblée. Au gouvernement, certains n'hésitent pas à critiquer l'attitude de la majorité de droite et du centre au Sénat. Vous savez que M. Sarkozy était pour, que M. Fillon était contre et que M. Juppé alternait entre l'une et l'autre de ses positions. Et donc vous n'êtes pas surpris aujourd'hui de voir que la majorité sénatoriale a pris une disposition qui rend effectivement en tant que telle impossible le vote de cette déchéance de nationalité. Le compromis sur ce texte indispensable pour aller en Congrès semble bien difficile. Mais pas question d'une navette parlementaire sans fin
pour le patron des socialistes au Sénat. C'est ma position que j'ai déjà évoquée. Une navette parce qu'il faudra peut-être trouver le compromis, mais je pense qu'on peut le faire en une seule fois. C'est pas la peine d'y revenir plusieurs fois. 2 scénarios sont désormais sur la table. Renoncer ou bien poursuivre le projet de réforme avec le seul article 1 sur l'état d'urgence. Et pourquoi pas la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Je vais avoir l'occasion demain de présenter à l'Assemblée nationale un texte qui a été voté par le Sénat en 2013, qui est sur le Conseil supérieur de la magistrature. Je souhaite que ce texte aille au Congrès. Autre base de compromis proposée par les Républicains, plus de garanties en termes de sécurité. L'Assemblée nationale a déjà voté un texte qui lui a été soumis par le gouvernement. Et bien dans ce texte, nous voulons y mettre tous les outils, notamment des nouveaux délits, notamment des peines beaucoup plus dures, par exemple la perpétuité à vie. Chacun y va donc de sa proposition pour arracher ce fameux compromis et sauver ce qui peut l'être du Congrès. C'est l'objet de la réunion demain soir entre le président de la République et celui du Sénat à l'Élysée. Oui, je vous le disais, sombre ironie de l'actualité, les attentats de Bruxelles ont lieu le même jour du vote solennel par le Sénat du projet de loi de révision constitutionnelle. Lui-même, conséquence directe des attentats du 13 novembre à Paris. Alors vous le savez, sans surprise, le Sénat, où la droite est majoritaire, a voté une version différente du texte issu de l'Assemblée. On va en parler, on va aussi parler des outils à notre disposition dans la lutte contre le terrorisme et des mesures symboliques également, comme cette déchéance de la nationalité, avec nos invités ce soir. Jean-Noël Buffet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénateur Les Républicains du Rhône, vice-président de la Commission des lois. Avec nous également Michel Noblecourt, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, journaliste politique au Monde. Jacques Bigot nous accompagne, bienvenue, bonsoir à vous. Sénateur socialiste du Bas-Rhin et membre également de la Commission des lois. Et Guillaume Tabar, bonsoir, nous accompagne, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Alors messieurs, Jean-Noël Buffet, dans ce contexte, il y a eu une sorte, on va en parler tout de suite, de pression aujourd'hui sur le Sénat. Et puis un tweet de Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, qui a fait un lien entre les attentats aujourd'hui et la nécessité de voter pour la droite sénatoriale comme l'Assemblée nationale, ce qui a déclenché une polémique. Ce télescopage a créé un véritable embrouillamini. Il faut bien admettre que les déclarations de M. Le Roux constituent un comportement d'élu absolument indigne dans le contexte tel qu'il était ce matin. Profiter du malheur qui arrivait à nos amis belges pour dire que le Sénat devait voter un texte alors qu'en fait il n'y a pas de lien, c'est tout à fait scandaleux. Et j'espère bien qu'en tous les cas au sein du Parti socialiste, on prendra les mesures nécessaires pour faire comprendre à M. Le Roux qu'on ne se comporte pas comme ça quand on est un élu de la nation et qu'on se veut responsable des propos et que l'on a des responsabilités comme lui a. Il y a eu un vrai malaise au sein du camp socialiste. Jacques Bigot, quel est votre sentiment? Puis on va passer évidemment au débat de fond. Je ne suis pas sûr que dans notre société, avec les difficultés que l'on a, il faille perdre son temps à commenter des tweets. Peut-être pas à les faire également, alors, si je vous pose la question. C'est un sujet. Nous ne les commentons pas s'il y en a. C'est un sujet, cette communication rapide. Moi, je parle devant un journaliste du Figaro et du Monde, je préfère les communications de fond, c'est-à-dire des articles de fond, on va dans les sujets, plutôt que de tweeter et de commenter. Alors, on va parler des débats de fond et des sujets de fond. Guillaume Tabar, il y a deux perceptions de ce débat sur la déchéance de nationalité. Il y a certains qui disent qu'il est temps de sortir, et c'est sûrement votre avis, Jean-Noël Buffet, de cet épisode sur la déchéance de nationalité. Et d'ailleurs, sur le projet de révision constitutionnelle, qui au sein de l'opinion crée une certaine lassitude. Et puis, il y a ce que dit Manuel Valls, on va l'écouter, le Premier ministre, qui a parlé aujourd'hui d'un débat passionné et passionnant qui, dit-il, intéresse les Français. Le Sénat vient d'adopter à son tour le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation avec des modifications intéressantes pour ce qui concerne l'article 1 et des modifications substantielles pour ce qui concerne l'article 2. C'est la preuve que la démocratie continue et dans le respect que nous devons avoir pour le bicamérisme et pour les deux chambres. Nous avons eu des débats et des discussions, des désaccords incontestablement. Il faut chercher à rapprocher les points de vue, car j'ai une conviction personnelle et rien ne me fera changer là-dessus. Face au terrorisme, il faut une réponse, celle en matière de sécurité, de protection des Français. Ce sont les moyens, mais aussi il faut des réponses symboliques. Les Français attendent de nous et exigent de nous le rassemblement. Ils ne comprendraient pas, je le dis très sincèrement, ils ne comprendraient pas que l'Assemblée nationale et le Sénat, la majorité et l'opposition, ne puissent pas se mettre d'accord
sur ce qui fonde notre pacte républicain et national. Et c'est à cette construction commune que je vous appelle. Il faut des mesures symboliques, dit le Premier ministre, quand d'autres affirment que l'opinion publique ne s'intéresse qu'aux outils concrets de lutte contre le terrorisme. Guillaume Tabar. Oui, d'une part, il y a surtout un changement de ton de la part de Manuel Valls. Ce n'est pas le même Manuel Valls qu'on a entendu devant le même Sénat il y a une semaine. Il y a une semaine, en gros, il dit au sénateur, c'est vous qui prenez la responsabilité de planter cette révision constitutionnelle. Là, on voit, il parle de construction commune. Bon, je pense que Manuel Valls, comme un peu tout le monde, sait bien que les conditions ne sont pas ou ne sont plus réunies pour qu'il y ait un accord sur un texte qui soit voté à une majorité des 3/5 de tout le Parlement. Donc, puisque l'échec est désormais annoncé, eh bien, j'allais presque dire le grand jeu, mais le mot n'est pas bien adapté, c'est comment ne pas apparaître comme étant le responsable de l'échec. Et c'est sûr que là, la gauche va vouloir montrer que c'est la ligne du Sénat qui a empêché qu'un accord soit fait. Symétriquement, on voit bien, et c'est ça toute l'ambiguïté du projet. C'est pour ça que vous parlez de l'opinion. Je pense que l'opinion est lassée parce que l'opinion, elle est pour la déchéance de nationalité. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et François Hollande, en faisant cette annonce devant le Congrès, a été dans le sens que l'opinion réclamait. Mais depuis 2 mois, on assiste à un débat non pas sur faut-il ou non la déchéance de nationalité, mais sur faut-il binationaux, pas binationaux, apatrides, pas apatrides. Je pense que pour le coup, ce débat, c'est pas tant qu'il passe au-dessus de la tête de tout le monde, c'est que franchement, on se dit, est-ce que c'est si grave que, puisque ça va concerner une poignée de terroristes, espérons-le, que ce soit des cas très limités, est-ce que c'est si grave de créer un apatride? Est-ce que c'est si grave qu'un binational soit déchu? Parce que, ça, une fois encore, on ne vise pas les binationaux, on vise un terroriste. Et on a le sentiment que la majorité de gauche à l'Assemblée et la majorité de droite au Sénat se sont chacune figées dans des postures sur cette histoire binationalité apatridie qui a, à l'arrivée, empêché qu'un accord soit obtenu. Malgré tout, sans faire évidemment de lien entre ce débat de fond et le drame qui s'est passé aujourd'hui, Michel Noblecourt, est-ce que justement ce qui s'est passé peut changer la donne, ce qui s'est passé dans la capitale bruxelloise, et le gouvernement peut vouloir davantage tenir à son projet pour des questions de symboles et demander un effort peut-être de la part du Sénat, du président du Sénat, qui va rencontrer d'ailleurs François Hollande dès demain soir? Moi, je ne pense pas qu'on puisse utiliser d'une façon quelconque ce qui s'est passé à Bruxelles aujourd'hui par rapport à ce débat. De même qu'on ne peut pas utiliser davantage l'arrestation d'un terroriste présumé dans les attentats du Bataclan. Je pense qu'il faut dissocier les deux événements. Je crois que on est effectivement dans une mesure, on est dans le symbole, depuis le départ, on est dans le symbole. La déchéance de nationalité, si jamais elle s'appliquait, elle pouvait s'appliquer, elle toucherait un nombre dérisoire de personnes. Enfin, on peut l'imaginer et l'espérer. C'est un peu ce qu'il disait Manuel Valls au départ, du reste, quand il faisait part de ses réticences sur cette question. Et là, je crois qu'il y a c'est un débat qui traîne depuis 3 mois maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le gouvernement l'abandonne? Je pense qu'il y a une très grande lassitude de l'opinion qui pense qu'il y a d'autres choses. Non pas que la question de la lutte contre le terrorisme ne soit pas importante, mais qu'on consacre quand même beaucoup de temps justement à une mesure symbolique. Et le président de la République, son problème, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'il se trouve le moyen, et ça ne va pas être facile. Je ne pense pas qu'il reçoive le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale demain. Je pense qu'il trouve une solution pour effectivement sortir du piège dans lequel il s'est lui-même placé. Et là, on ne voit pas très bien quelle issue positive il peut y avoir pour ce qui le concerne. Jean-Noël Buffet, est-ce que vous vous demandez, je n'allais pas dire solennellement ni officiellement, mais vous dites ça suffit, il faut que ça s'arrête, que le gouvernement abandonne cet article 2, qu'il puisse y aller au Congrès peut-être avec juste l'état d'urgence, mais qu'on se concentre sur nos autres débats de fond avec ce défi auquel nous faisons face? D'abord, nous savons depuis le début et depuis l'annonce du président de la République que cette mesure est une mesure en réalité inefficace, car elle n'a pas d'intérêt juridique pour lutter efficacement contre le terrorisme. Contre le terrorisme, nous avons besoin de moyens pour nos services de renseignement, pour nos services de force de l'ordre, pour nos combats et qu'on doit mener dans cette guerre. Alors, la forme de la Constitution ne change rien. Deuxième chose, le président de la République, lorsqu'il a évoqué ce sujet-là, laissait entendre que cette déchéance pouvait être prononcée à condition de ne pas créer d'apatrides. Il y a eu, au sein de la gauche à l'Assemblée nationale, une discussion qui s'est ouverte, un peu picrocolline, il faut bien le dire, et qui a fait sortir un texte qui a la particularité de créer des apatrides, de prendre le risque de créer des apatrides. Il faut rappeler qu'à l'origine, l'apatridie, c'était d'abord un statut protecteur pour ceux qui, dans les pays étrangers,
venaient en France et on les protégeait avec ce statut-là. Que dans l'hypothèse que l'on évoque, on est plutôt sur une décision qui consiste à sanctionner. Donc les choses sont différentes. Et créer des apatrides, peut-être qu'il faut avoir conscience, et c'est pour les Français qu'il faut bien qu'ils comprennent cela, on ne renverra pas la personne à qui on aura enlevé la nationalité. Elle va rester sur le territoire. Donc il n'y a pas d'intérêt pratique, parce que si l'idée c'est de dire on va enlever la nationalité de quelqu'un, il n'en aura plus et il sera évacué où? Donc en fait on va les garder, soyons clairs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le Sénat a toujours dit qu'il était d'accord pour inscrire dans la Constitution, même si nous sommes tous d'accord pour considérer que ce n'était pas utile, parce qu'il y avait un symbole, la déchéance dans la Constitution, mais sur l'idée de ce qu'avait demandé le président de la République, pas sur le texte de l'Assemblée nationale. Et donc, je crois que la position du Sénat, qui a été votée aujourd'hui, est une position qui est claire, qui est juridiquement fondée et qui, quelque part, défend l'idée qu'en France, on ne crée pas d'apatrides. Il n'est pas question d'assouplir votre position. Écoutez, on verra la balle dans le camp maintenant de l'Assemblée nationale et on verra bien ce que va faire l'Assemblée nationale. Alors, on va élargir notre débat, mais encore un point sur ce sujet, Jacques Bigot. Est-ce qu'il pourrait y avoir une forme d'issue de ce cours politique? On parle de plus en plus d'une option qui est sur la table. Alors, ce n'est plus la déchéance de nationalité, mais c'est une forme de perpétuité réelle pour ces terroristes qui seraient condamnés et qui pourraient recueillir l'assentiment de la classe politique. Alors évidemment, ça ne va pas rentrer dans la Constitution, mais qui pourrait... Non, vous n'êtes déjà pas d'accord? Non, c'est pas dans la Constitution, c'est dans le texte de loi terrorisme notamment. C'est d'un autre niveau. Et c'est d'un niveau législatif. Et ça, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un accord assez large pour aller sur ce point-là, bien évidemment. C'est un autre niveau, c'est pas une sanction pénale. Non, mais d'abord, ce qu'on peut constater, c'est que ça a été compliqué à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre l'a dit. Mais à l'Assemblée nationale, le constituant de l'Assemblée nationale, ils sont arrivés à 3/5 de vote sur le texte et l'article 1er sur l'état d'urgence et l'article 2 sur la déchéance de nationalité. Au Sénat, même sur le texte du Sénat, on n'est pas arrivé au 3/5. Donc, de toute façon, c'est quand même un échec de ce qui s'est passé au Sénat. Mais sur la déchéance, le vrai sujet, le 16 novembre, le président de la République rassemble les Français. Il les rassemble sur le principe de la nationalité. La nation se défend contre les terroristes. Nous savons que dans le Code civil, au jour d'aujourd'hui, on peut constater, par décret en Conseil d'État, la perte de nationalité de quelqu'un qui s'est engagé contre la France, mais en étant au service d'un autre État. Or, l'État islamique n'est pas un État reconnu. Donc l'idée de la déchéance, c'est un peu cela. Simplement, dès lors que, dès le lendemain de ce qu'a dit le président, les binationaux se sont sentis quelque part traités de manière différente, le rassemblement de la nation, il n'était plus là. D'où l'idée que dans l'article 2, on rejette l'idée de la binationalité et qu'on réfléchisse sur le texte ensuite de sanctions à la manière de le faire, ce qui aurait encore laissé un débat, notamment sur la patrie. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est dépassé. Et c'est pas le sujet. Puisque c'est dépassé, on va parler... Et sur la perpétuité, là, on est à un autre niveau. Vous êtes d'accord que cette option est sur la table, la perpétuité réelle pour ces terroristes? Le vrai problème, c'est de dire comment est-ce que l'on peut sanctionner fortement des terroristes. Je ne suis pas sûr que la seule sanction pénale soit une façon de protéger. Mais c'est vrai que personne ne va se dire c'est dramatique si des gens sont condamnés à une perpétuité. Mais là, on est dans le concret. On parle d'un procès à venir, même s'il aura lieu dans quelques années, d'Abdeslam. Vous savez, la question aujourd'hui pour des terroristes qu'on arrive à attraper et qui ne se sont pas donné la mort, c'est de faire qu'en prison, ils ne se donnent pas la mort et qu'ils soient présents au procès. Parce que pour les victimes, la présence de gens que l'on va condamner, c'est fondamental pour faire le deuil. Et je crois que ça va être ça l'enjeu, et pas la question de savoir s'il restera à vie en prison. La question combien de temps vivra-t-il. On va dépasser le débat de la déchéance de nationalité, et vous avez beaucoup de réactions, justement. Je vous lis à l'instant quelqu'un qui vous dit « Sortons de ce débat inutile et stérile de la déchéance. Nous voulons des mesures pour nous protéger, messieurs les sénateurs. » Jean-Noël Buffet, c'est la question plus large de la réponse. Alors là, je ne parle pas de l'arsenal répressif, ni judiciaire, ni législatif, mais politique. Les mots qui sont utilisés. On entend le ministre de l'Intérieur, on entend le Premier ministre, on entend le Président de la République parler d'alerte maximale, du mot guerre, d'hyper-terrorisme. Est-ce que ces mots sont adaptés et est-ce qu'ils veulent créer une sorte de choc pour une résilience continue de notre part? Ce qui est absolument nécessaire de comprendre, c'est que le risque terroriste qui pèse aujourd'hui sur la France et sur l'Europe en général est un risque de très très haut niveau. Nous sommes dans une situation effectivement de guerre. C'est une guerre nouvelle contre un État islamique
qui portent le combat de façon très différente que les façons classiques qui ont été connues dans d'autres interventions, et que nous devons mener ce combat. Pour mener ce combat, d'abord, il faut que l'on en ait conscience, et collectivement conscience. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut continuer de travailler. On peut dire malheureusement que les attentats du 13 novembre ont fini vraiment de graver cette prise de conscience en chacun de nous, au plus profond de nous. Oui, je le pense, et ceux d'aujourd'hui nous le rappellent encore de façon plus forte. Et l'enjeu, c'est aujourd'hui principalement de donner à nos services de renseignement, à la fois dans leur organisation, mais dans leurs moyens d'agir, les outils suffisants pour mener ce travail, car c'est d'abord et avant tout dans l'espèce la guerre du renseignement. Première chose. Il y a déjà des étapes qui ont été franchies avec la loi sur le renseignement votée au Sénat. Il y a des moyens budgétaires qui ont été donnés. De ce point de vue-là, nous sommes en accord, et heureusement d'ailleurs, nous sommes en accord là-dessus. La troisième chose, c'est quand même que l'on constate aujourd'hui une défaillance réelle, il faut le dire, des collaborations entre les différents pays, et singulièrement une absence totale d'organisation européenne en la matière. Et vraiment, il y a deux sujets sur lesquels aujourd'hui il y a une difficulté majeure, la crise des migrants, je mets à part, ça n'a rien à voir, mais ça n'est pas lié au sujet dont on parle aujourd'hui, en tout cas pas directement. La crise des migrants et l'affaire de l'État islamique montrent à quel point l'Europe manque de moyens, d'organisation et de structures pour organiser sa propre défense, et cette guerre qu'il va falloir mener, qui sera une guerre longue. J'entendais dans le débat précédent tout à l'heure ce qui était dit, et notamment par mon collègue et ami Georges Fenech, sur le fait qu'aujourd'hui, ce combat doit être total parce que la Libye est tenue, mais demain, nous savons que la Tunisie est fragile et qu'il y a des risques sur le bassin méditerranéen qui sont réels. Alors, c'est pas de faire peur aux gens que de dire ça, c'est simplement de faire face à une réalité. Cette réalité, ça va être notre quotidien. Mais donc il faut, de ce point de vue-là, qu'à l'échelon législatif, on a tout à fait les moyens de faire réagir tous nos invités. Mais je suis étonnée, vous avez cité, c'est tout à fait normal, le renseignement, vous avez cité l'État islamique, vous avez cité l'Europe et toutes ses carences. Vous ne citez pas encore, et c'était le débat tout à l'heure, l'ennemi intérieur, on ne le nomme pas. Y a-t-il un problème avec cela ? Clairement. Il n'y a pas de problème. On a, à côté de l'action immédiate dont on a besoin, la question à se poser de notre société, des valeurs qu'elle défend, de ceux qui la composent et de comment on essaye de régler le problème dans notre société. C'est un sujet majeur. L'islam radical est un sujet majeur, bien évidemment. comme toutes les religions radicales, d'ailleurs, sont des sujets majeurs. Et nous avons ce problème-là. Et l'existence aujourd'hui en France de la situation telle qu'on la connaît, de jeunes Français qui s'engagent, qui partent en Syrie pour s'engager, on sait qu'ils sont nombreux, ils sont même chiffrés, on sait tout ça. Eh bien, c'est quand même un problème de fond que la société doit régler, qui ne se réglera pas simplement par les moyens de renseignement, évidemment, mais c'est l'éducation à revoir. Enfin, c'est tout un travail de fond qui est à reprendre, qui manifestement depuis de nombreuses années, ne porte pas les fruits qu'on espérait, faute sans doute peut-être pour notre propre pays de poser les vraies questions et de défendre les vraies valeurs auxquelles il tient et de les afficher comme étant des incontournables. Mais ça, c'est un travail politique politique, notamment d'éducation. Et est-ce illégitime, Guillaume Tabar, donc de poser la question, je la repose de nouveau, est-ce qu'il y a des Molenbeek français ? Est-ce qu'il y a des Molenbeek ailleurs en Europe ? Et que fait-on quand on les identifie ? Manuel Valls lui-même, dimanche, il était dans le Nord, une fête de la rose socialiste, et il disait, oui, dans certains de nos quartiers, sont dans la même situation que Molenbeek. Et je pense que vous avez parlé de guerre, d'ennemis. C'est évident que la guerre, elle n'est pas contre un État étranger, elle est contre l'arrêté de l'islamisme radical en France. Vous avez dit, oh, mais toutes les religions ont leur radicalisme. À ma connaissance, il n'y a pas 50 religions dont des fidèles, fût-ce en dévoyant la religion à laquelle ils appartiennent, montent des attentats et des personnes. Il n'y a pas de crise de christianisme aujourd'hui qui peut mettre des attentats. Il n'y a pas de judaïsme. Non, donc, mais quand on dit les radicalismes religieux, non, il y a un islamisme radical. On est bien d'accord. Et je pense que tant qu'on ne nomme pas clairement les choses, alors Manuel Valls le fait de manière forte, voilà, il n'y a pas un ennemi abstrait. Bon, et par lequel on pourrait lutter en disant juste je suis Bruxelles, donc ça y est, on est plus fort, on va boire une bière à un bistrot et on va manger des frites et on va montrer qu'on est le plus fort. Non, les démocraties montreront qu'elles sont les plus fortes, non pas en disant on continue à boire à la terrasse des cafés, mais en luttant concrètement, y compris de manière policière, voire militaire,
contre ces foyers de radicalisme qui sont dans des quartiers à côté de chez nous. Il y a un radicalisme qui se sert de l'islam. Je pense que c'est comme ça qu'il faut dire, parce qu'il ne faut pas non plus fustiger la communauté musulmane qui souffre aussi aujourd'hui et qui est atteinte. Ouais. Donc soyons prudents là-dessus, mais c'est un radicalisme dangereux. Mais dans l'histoire, on a vu des radicalités dans d'autres religions que celle de l'islam. Ça a existé aussi dans la chrétienté. C'est pas pour revenir sur l'histoire. La réalité aujourd'hui, c'est de tuer le radicalisme, en même temps de se poser la question comment ces jeunes arrivent à être endoctrinés par un système sectaire qui les conduit à se donner eux-mêmes la mort. Ce qui est quand même terrible. C'est-à-dire que c'est impensable. Et c'est une réalité qui se vit chez les jeunes. Allons plus loin sur ce sujet. Est-ce que vous identifiez des ressorts à ce que vous décrivez? Est-ce que vous y voyez une haine du pays dans lequel ils sont nés? Est-ce que vous y voyez une forme de ressentiment plus général? Quelle est, votre analyse? Alors d'abord, en faisant l'analyse, il faut être très prudent à ne pas donner le sentiment qu'on excuse, parce que ce n'est pas excusable. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre. C'est évident qu'à un moment donné, vraisemblablement, souvent ça part quand même de délinquance ordinaire, donc un style de vie, pour aller effectivement vers quelque chose qui peut-être donne un sens à la vie ou une gloire que l'on a personnellement, etc. Donc je pense que c'est relativement complexe et les études sociologiques et psychologiques sont complexes. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Le combat doit être mené indépendamment de la compréhension. Et puis on verra bien, et c'est d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir des terroristes en prison avec lesquels on peut travailler pour comprendre quel est leur mécanisme, d'arriver à les conduire devant les tribunaux et à s'expliquer devant des cours d'assises. Et ça serait bien qu'il y ait même de ce point de vue-là des procès publics pour qu'on aille jusqu'au bout de ces débats. En espérant qu'ils livrent l'explication, parce que ça c'est dans un processus... Pas sûr qu'ils ne livrent pas, mais c'est un processus sans doute relativement complexe. Michel Noblecourt, est-ce que vous avez l'impression, on ne va pas faire porter quoi que ce soit aux responsables politiques, évidemment ce sont des situations très complexes, mais que leur réponse, au-delà du volet répressif législatif, parfois touche à des limites? On est dans les mots, dans les symboles, ils ont leur importance, mais quand Manuel Valls dit il faut ce débat parce que les Français en ont besoin, est-ce qu'on a vraiment ce besoin-là face à ces défis aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a ce besoin. Et le problème, effectivement, c'est un des aspects du problème, c'est tous ces jeunes qui se radicalisent. Et ce qui est stupéfiant de constater, c'est que c'est la rapidité avec laquelle un certain nombre de ces jeunes se radicalisent. Parce que certains sont des petits délinquants, d'autres n'ont même pas frayé avec la délinquance. Et ils n'ont pas forcément une pratique religieuse très assidue. Et brusquement, ils se transforment effectivement en djihadistes radicales, prêts à tuer et prêts à se faire tuer, à se tuer soi-même. Et donc il y a un problème pour d'abord effectivement essayer de bien cibler ces populations là où elles se trouvent. Alors je ne sais pas si on a combien de Molenbeek on a en France, mais il est certain que dans certains quartiers, il y a effectivement des facteurs qui peuvent expliquer ces phénomènes de radicalisation. Il faut mener ce qu'on appelle effectivement cette entreprise de déradicalisation, qui est venue peut-être un peu tardivement, parce que sans doute qu'on a mis du temps à prendre conscience de l'ampleur du phénomène en France, donc qui a été effectivement davantage révélé par les attentats. Donc il y a tout un travail, en dehors de l'aspect répressif, il y a tout un travail d'éducation, un travail de fond à faire, dans lequel il faudra engager aussi, bien entendu, la communauté musulmane. Comme lors du précédent débat, je voudrais vous laisser vraiment quelques minutes pour conclure au terme de cette journée tragique de ce mardi noir. Jean-Noël Buffet, si vous deviez retenir une leçon, c'est compliqué, mais quelle serait-elle? Sur quoi faut-il axer? Quel est l'élément majeur aujourd'hui, selon vous? Moi, dans les conditions que nous connaissons et avec le caractère immédiat de la riposte qui doit être mise en place, il me semble que les moyens les plus urgents sont apportés sur nos services de renseignement et la collaboration entre les différents services de renseignement des différents pays européens, voire de tous les pays démocratiques qui sont, parce que l'enjeu est au-delà de notre propre territoire, doivent se donner, échanger leurs informations pour être le plus efficace possible et anticiper les choses le plus possible. Ça, je pense que c'est la chose la plus urgente. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Mais la chose la plus urgente, c'est celle-ci. Et la deuxième, c'est évidemment que l'Europe s'organise aussi en tant qu'institution pour agir et agir efficacement. Voilà, rapidement, il y a beaucoup d'autres choses encore, mais ça me paraît les éléments les plus... Rapidement, Guillaume Tabar. Oui, les mêmes points. Et puis, le sujet qu'on soulignait tout à l'heure, à savoir ces foyers de communautarisme qui favorisent l'évolution ensuite vers des formes de radicalité. Vous êtes d'accord, messieurs Jacques Bigot?
Il n'y a pas que le communautarisme, il y a aussi la manière dont on approche ces jeunes par Internet et par d'autres moyens, qui est assez terrible. Et puis le fait, je crois qu'il faut que l'on prenne conscience qu'on est effectivement dans une guerre. Après l'arrestation de terroristes, immédiatement une réaction très forte à Bruxelles, cœur de l'Europe. La preuve que la coopération des polices belges et françaises, de 2 polices européennes et des procureurs a été utile, et que ça doit se généraliser au cœur de l'Europe pour y arriver, mais en même temps, sans céder à la panique, mais en ayant peut-être conscience tous que nous ne devons pas avoir peur, mais être vigilants. Et de ce point de vue-là, moi je constate que sans difficulté, à l'entrée des magasins, à l'entrée des cinémas, les gens acceptent d'ouvrir leurs sacs et qu'ils comprennent qu'il y a des mesures à prendre et que sans doute il va falloir encore les renforcer. Dont on a parlé, voilà. pour les Il faut être, et on rajoute ce dont vous avez parlé, Michel Noblecourt, l'éducation. Comme ça, on a ce panel assez large. Merci messieurs pour ce débat, cette analyse. Merci à vous. Dans quelques instants, on va s'intéresser à un autre aspect avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des messages de solidarité, de sécurité aussi, et puis des caricatures, des dessins. Ce n'est pas anodin parce qu'elles ont été largement partagées. On va en parler tout à l'heure avec Caroline Deschamps et notre dessinateur Hervé Baudry pour finir un peu avec de la lumière aujourd'hui. Mais d'abord, il est 23h, le point sur toute cette tragique actualité avec Sophie Normand-Couturier. La Belgique ensanglantée par un double attentat ce matin à Bruxelles, ciblé l'aéroport international, puis une station de métro dans le centre de la capitale. Attentat revendiqué par le groupe État islamique. Au moins 34 morts et plus de 200 blessés. Parmi eux, 8 Français, dont 3 grièvement. En France, le parquet ouvre une enquête. Récit d'une journée d'horreur avec Nathalie Guilloire. Scène de panique générale. Sur ces images amateurs, les voyageurs terrorisés s'enfuient de l'aéroport de Zaventem de Bruxelles. Quelques minutes plus tôt, une double explosion retentit dans le grand hall des départs qui fait voler en éclats les vitres et une partie du plafond. Des témoins affirment avoir entendu des tirs et des cris en arabe avant les détonations. À l'intérieur, les photos prises ressemblent davantage à des scènes de guerre. Les témoins sont sous le choc. J'étais juste en dessous de la porte, je me suis mise comme ça. On est sorti et là on a vu il y avait des blessés par terre. Une heure plus tard, à 9h11 précisément, second attentat, cette fois-ci dans le métro en plein cœur du quartier européen de Bruxelles, à 300 mètres seulement de la commission. La capitale est à l'arrêt, les autorités appellent à ne pas se déplacer, toutes les stations et les gares sont fermées. Ce que nous redoutions s'est réalisé. Notre pays et nos concitoyens ont été frappés par des attentats. En fin de journée, l'attentat a été revendiqué par l'État islamique. 3 personnes sont identifiées, ici sur cette photo prise à partir des caméras de vidéosurveillance de l'aéroport, poussant des chariots. Seul celui de droite ne s'est pas fait exploser dans l'attentat. Sur leur compte Twitter, la police fédérale belge lance un avis de recherche afin de trouver des témoins pouvant identifier cet homme. Ce soir, les perquisitions se multiplient. Un engin explosif, des produits chimiques et un drapeau de l'État islamique ont été découverts selon le parquet fédéral. Les dirigeants européens appellent à l'unité face à la menace terroriste. François Hollande s'est rendu à l'ambassade de Belgique dans la journée. Il a de son côté appelé à la coordination des efforts pour lutter contre la menace terroriste. On écoute. Nous demandons à toute l'Europe de bien prendre conscience, c'est que à travers ce qui s'est produit aujourd'hui à Bruxelles, c'est elle qui est visée, ce qu'elle représente, ses valeurs, ses principes. Et donc nous devons encore davantage coordonner nos efforts, porter une politique qui soit plus forte encore en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, et prendre toutes nos responsabilités. La France, qui a été elle-même éprouvée, prend sa part. Mais nous ne réussirons que si nous sommes unis. Et unis, nous vaincrons. Ces attentats ont conduit les voisins de la Belgique à renforcer leurs mesures de sécurité, contrôle aux frontières notamment. En France, 1600 gendarmes et policiers supplémentaires ont été déployés sur le territoire. Les précisions de Lola Palmier. Après les attentats de Bruxelles, la sécurité est renforcée partout en Europe. En France, dès midi, Bernard Cazeneuve a rehaussé d'un cran les mesures de sécurité. J'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires en différents points du territoire, à la fois sur les contrôles aux frontières, mais également dans les infrastructures de transport aérien, maritime et ferroviaire.
Les autres pays frontaliers de la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas ont eux aussi annoncé un renforcement des contrôles aux frontières. Ils ont été imités par d'autres pays non limitrophes comme le Portugal ou la Bulgarie. Les métros, les aéroports et les gares ont aussi vu leur sécurité être renforcée et ce un peu partout à Londres, Oslo, Francfort, Copenhague, Prague, Genève, Barcelone. L'onde de choc a même traversé l'Atlantique puisque la police de New York a annoncé qu'elle renforçait la sécurité par précaution et pour rassurer le public. Nombreux témoignages de solidarité avec la Belgique toute la journée. François Hollande a annoncé que les drapeaux seraient mis en berne en France en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. Hommage rendu également à l'Assemblée nationale et au Sénat où 1 minute de silence a été observée. Dans le reste de l'actualité, nous en parlions à l'instant. Le Sénat, qui a adopté le projet de révision constitutionnelle, a une courte majorité et après réécriture du volet sur la déchéance de nationalité. Il faut donc s'attendre maintenant à une navette parlementaire, car pour toute révision, les deux chambres doivent s'accorder sur un même texte. Et tout de suite, c'est la revue de presse. La revue de presse et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens demain. Et bien sûr, Sophie, c'est une largement consacrée aux attentats de Bruxelles. Ouais, Libération met son logo aux couleurs de la Belgique. En une du quotidien, une seule photo prise dans le métro bruxellois. On y voit des passagers de dos qui rejoignent le quai le plus proche. Une bombe vient alors d'exploser. Pas de titre, mais un seul mot, Bruxelles, et une seule date, 22 mars 2016. Des quotidiens qui mettent en avant également l'Europe attaquée en son cœur. L'Europe attaquée pour les Échos, l'Europe frappée au cœur selon Le Figaro. Daesh s'est attaqué à la capitale de l'Union européenne, siège des principales institutions, confrontée de fait au défi de la riposte. La France lui demande de renforcer d'urgence son arsenal anti-terroriste. Même idée reprise dans l'édito de La Croix qui met en avant le jeu d'équilibriste que va devoir trouver l'Europe, tiraillée entre une nécessaire réponse sécuritaire à ces attentats et sa tradition humaniste. Édito qui commence par brosser en quelques mots le tableau d'une ville, Bruxelles. Une simplicité et une gentillesse des habitants peu fréquentes en Europe. La douleur n'en a été que plus grande en apprenant les attentats perpétrés dans la ville. Merci Sophie, merci à vous. La suite de notre émission et en notre compagnie à présent pour les réseaux sociaux, Caroline Deschamps, bonsoir à vous. Bonsoir Sonia. Et notre caricaturiste Hervé Baudry, bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Vous nous parlerez dans quelques instants des dessins très partagés aujourd'hui sur les attentats de Bruxelles. Mais d'abord Caroline, ces attentats, c'est une évidence, ont suscité une très forte mobilisation sur les réseaux sociaux. Oui Sonia, plus de 5 millions de tweets avec le hashtag Bruxelles, je suis Bruxelles. Dès l'annonce de l'attaque dans l'aéroport, puis dans la station de métro, le web s'est littéralement emballé. Très vite, de nombreuses photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, notamment une photo de l'aéroport après la déflagration, des photos de blessés dans la rue et cette photo diffusée par un conducteur de la STIB, c'est l'équivalent de la RATP belge, montrant la rame après l'explosion. Voilà, on la voit, des images terribles qui montrent la réalité crue. Alors, il y a les photos des terroristes présumés ont aussi été publiées, ainsi que celles de l'homme en fuite. La police belge a d'ailleurs diffusé un avis de recherche sur Twitter. Et puis, au milieu de ce flot d'infos, de nombreux hoax, vous savez, ces fausses infos qui ont circulé sur le web, exactement comme lors des attentats de Paris. Une vidéo de la déflagration est vite devenue virale. Il s'agissait en fait d'une attaque qui a touché l'aéroport de Moscou en janvier 2011, comme l'ont alerté plusieurs journalistes. Les décodeurs, vous savez, cette rubrique du journal Le Monde, ont mis en garde les internautes contre les rumeurs relayées par des comptes proches des djihadistes qui disaient qu'il y avait des alertes à la bombe, à la Commission européenne, à l'université. C'est une technique, bien sûr, qui est destinée à semer la panique, la terreur. Alors, ces comptes ont été suspendus. Le problème, ils sont très, très vite recréés dans les minutes qui suivent. Il faut donc être extrêmement vigilant et séparer le bon grain de l'ivraie. Et Caroline, les réseaux sociaux ont aussi été le moyen, évidemment, de communiquer avec ses proches et de bien montrer des messages de solidarité très nombreux. Oui, parce que Bruxelles a été complètement bloquée, les transports arrêtés, les lignes de téléphonique saturées. Le web était donc le seul moyen de communication. Le centre de
crise belge a conseillé aux Belges d'ailleurs de contacter leurs proches, vous voyez, via les réseaux sociaux. Facebook, de son côté, avait réactivé Safety Shake, comme lors des attentats de Paris. Vous savez, c'est ce dispositif qui permet d'alerter ses amis en temps réel qu'on est en sécurité. Et puis la solidarité, évidemment, c'est vite organisé. Exemple avec le compte Twitter Bruxelles Lift qui a mis en relation les internautes pour faire du covoiturage. Il y a eu aussi le hashtag porte ouverte, Open House, qui a été utilisé pour permettre donc aux personnes bloquées de trouver un lit où dormir. Et puis bien sûr, il y a eu tous les messages de soutien qui ont afflué du monde entier. La Tour Eiffel a tweeté en solidarité avec le peuple belge, je m'illuminerai ce soir aux couleurs de la Belgique. Ça a été le cas. Et dans ce flot d'hommages diffusé, il y a eu cette photo diffusée sur le compte de l'AFP. Voilà, on la voit, d'un enfant migrant à Idomie, à la frontière macédonienne. Et puis, bien sûr, quand même, malgré l'horreur, les Belges ne se sont pas départis de leur humour avec le logo repris de Charlie, je suis Bruxelles une fois. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de frites, comme Frédéric Zouag qui tweet après Paris et ses terrasses. Ici, montrons qu'on peut défier ces fous et sortir les mitraillettes. Eh bien, les mitraillettes, ce sont ces sandwichs très populaires en Belgique qui sont avec de la viande et des frites. Et bien sûr, une petite Jupiler pour arroser le tout. C'est une manière de résister à la manière belge. Et le dessin du jour de Plantu a été très partagé dans le monde entier, n'est-ce pas, Hervé Baudry? Ah oui, tout à fait. Il était très bien. Oui, tout à fait. Magnifique. Oui. Donc les deux villes, le lien évidemment, attentat de Paris, attentat de Bruxelles, et vous nous parlez de tous les autres, exactement. caricatures, dont les vôtres. Une petite précision, c'est que ni charognard ni opportuniste, le dessinateur, la dessinatrice de presse, elle exprime à chaud son émission à travers les réseaux sociaux, car ça va très vite. C'est une manière de se serrer l'un contre l'autre pour partager cette douleur profonde et crier sa colère. Pour ma part, moi j'ai utilisé déjà, et je l'avais déjà fait pendant l'état d'urgence à Bruxelles, la statue du Mac and Peace qu'on voit là, et un des symboles de la Belgique. Et j'ai représenté ce petit personnage de pierre, un petit peu effondré, tout comme le peuple belge et nous, bien sûr. Un des autres lieux d'attentat était la station de métro, toute proche des institutions européennes. Et là, à travers ce dessin, qu'on va peut-être voir à l'écran, on retrouve le drapeau, en tout cas européen, avec le centre du drapeau. C'est d'ailleurs la une quasiment de tous les quotidiens demain, c'est vraiment l'Europe attaquée, visée en son cœur. Tout à fait. Donc, parler d'Europe, mais à l'étranger, donc beaucoup de mes confrères aussi et de mes consoeurs se sont manifestés. On va commencer par Kroll, en Belgique, qui a donc dessiné l'atonium, si on le reconnaît, complètement effrayé. On a également en Algérie, Ali Dilem, qui est un dessin très bon sur... vous me faites une petite place, je ne sais pas si on voit le dessin, avec les petits « je suis ». Alors malheureusement, il y a toute une collection. Exactement. Il y a mon ami Pinter. Mon ami Pinter aussi à Lorient-le-Jour au Liban, qui donc a utilisé, comme on l'a vu, beaucoup de dessinateurs ont repris en fait Hergé aussi en dessin. Là on voit en fait plus jamais ça, Tintin qui est complètement à terre. Un dessinateur portugais, Vasco Cargallo, qui lui a fait un travail intéressant sur un tableau de Magritte, où on voit justement une bombe devant le visage de Magritte, donc magnifique dessin. Clémence Touvron, au Luxembourg, qui a fait un dessin, j'irai pisser sur vos tombes, avec le texte de Boris Vian, que je trouve excellent. Et puis enfin, Tjeerd Roudiard, je ne vais pas me tromper, des Pays-Bas, donc avec une cible. Et donc, solidaire dans la douleur de ses amis belges, le français, lui, va s'exprimer sa fraternité et son esprit de résistance par le dernier dessin que je vous présente, donc avis aux djihadistes. Comme le français, le belge plie, mais ne rompt pas. Voilà. Très belle caricature. Hervé Baudry, c'est incroyable ce phénomène des caricatures, des dessins sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord, Caroline Deschamps? Ils sont partagés. J'ai vu celui de Plantu, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Ça a été repris littéralement dans le monde entier. Il a même été changé, modifié. Donc le monde a dû un peu râler. Mais c'est vraiment une ampleur. Et on voit ça malheureusement à chaque attentat. Mais c'est une manière, vous le disiez, de donner un peu de lumière. Et Hervé Baudry, de le dire avec des crayons plus forts, parfois. Bien sûr, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui se véhicule, brut. Le texte aussi, c'est du dessin, donc ça se véhicule forcément. Et bien, les dessins comme ça vont en effet voyager
Longtemps. Longtemps. On l'espère. On souhaiterait Au-delà des d'autres sujets, frontières. bien sûr. Et pour toutes les solidarités, merci beaucoup Caroline Deschamps, merci Hervé Baudry. Voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur les attentats bruxellois. Merci de nous avoir suivis lors de cette édition spéciale. Tout de suite, on va retrouver les meilleurs moments de l'émission politique, preuve par 3. L'invité ce soir, c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui revient d'ailleurs, bien sûr, largement sur ces attentats. Je vous retrouve quant à moi demain avec plaisir. Merci encore.